appareils commerciaux et les avions militaires d'effectuer leurs démonstrations. Cette fois, tout le monde est venu assister au clou de la fête aérienne, les évolutions de Yevgeny Frolov, un des as de la voltige russe. Pilote d'essai du bureau d'études Sukhoi, il est aux commandes d'un Su-37, très différent de ses homologues américains, équipé de tuyères orientables, lui assurant une puissance colossale. Cet avion, unique au monde dans son genre, exige tout le savoir-faire de Frolov. Pendant qu'en bas, dans la foule, les responsables de chez Sukhoi ne quittent pas du regard le gros Su-37 qui s'apprête à décoller, le spectacle est sur le point de commencer. Et cette fois encore, il promet d'être exceptionnel. Une impressionnante succession de figures aériennes qui démontrent l'étendue des possibilités de cet avion incroyablement agile. Car si les concepteurs américains ont tout misé sur la furtivité, les Russes, eux, sont restés fidèles à la maniabilité extrême et à la puissance pour dominer en combat aérien rapproché. Dans le ciel du centre d'essai en vol de Zhoukovsky, Yevgeny Frolov et son Su-37 perpétuent la tradition du chasseur russe. Les origines de l'avion de chasse remontent à Nikolaï Zhoukovsky, le père de l'aéronautique russe. C'est lui qui fit construire la première soufflerie du pays en 1902 et effectua des essais aérodynamiques dans son laboratoire. Et beaucoup de ses élèves allaient devenir de talentueux concepteurs d'avions. Mais malgré les recherches fondamentales menées par Zhoukovsky, la Russie n'a toujours pas ses chasseurs lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Et l'aviation militaire du Tsar doit s'équiper d'appareils français et anglais ou récupérer des avions allemands capturés. Après l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, la Russie signe une paix unilatérale. Mais les innovations ne cessent pas pour autant. Les essais en soufflerie permettent aux ingénieurs de concevoir des cellules plus rapides et plus solides. L'aéronautique soviétique n'en est qu'à ses débuts, mais elle commence à développer sa propre identité. Au début, l'armée rouge utilise des avions de chasse fabriqués en Europe occidentale. Les moteurs et les appareils sont expédiés en Russie en pièces détachées et assemblés sur les aérodromes. Au début des années 20, la guerre civile bat son plein sur tout le territoire et les communistes déploient des chasseurs divers. Parmi ceux-ci, l'Avro 504, d'origine britannique. En 1924, Staline arrive au pouvoir. Il comprend l'importance de la puissance aérienne et soutient l'aviation militaire. Il fait baptiser les pilotes les faucons de Staline et les exhorte à voler plus vite, plus haut et plus loin que tous les autres. Sous le commandement du maréchal Toukhatchevski, l'armée de terre et l'aviation développent leurs capacités en organisant des opérations conjointes. Les soviétiques se retrouvent ainsi rapidement à la tête d'une force aérienne moderne, capable de rivaliser avec celle des pays de l'Europe occidentale. Le premier test pour celle-ci intervient en Espagne en 1936. La guerre civile déchire la péninsule ibérique. D'un côté, les fascistes, soutenus par l'Allemagne nazie, de l'autre, les républicains, mollement soutenus par les démocraties occidentales, dont la France, et aidés par les soviétiques. Les avions envoyés en Espagne ont été conçus par Nikolaï Polikarpov. Il s'agit du biplan I-15 et du monoplan trapu I-16. Surnommés Rata, les I-16 affrontent les pilotes de la célèbre Légion Condor allemande. Au cours de combats souvent désespérés, les pilotes communistes parviennent malgré tout à faire bonne figure grâce à l'agilité de leur I-16. Mais si le rapport de force paraît alors à peu près équilibré,
Pendant ce temps, Hitler renforce considérablement sa puissance militaire. Malgré la signature du pacte germano-soviétique en 1939, les forces allemandes attaquent l'Union soviétique en juin 1941. La guerre d'Espagne, malgré la défaite des républicains, avait pu faire illusion, mais l'opération Barbarossa est d'une toute autre ampleur. Employant une fois de plus la tactique du Blitzkrieg, les blindés et les troupes d'assaut d'Hitler transpercent des forces soviétiques prises au dépourvu. La Luftwaffe, qui s'est massivement redéployée à l'est, attaque en force. Les avions allemands modernes, comme le Heikel HE-111 et les versions les plus récentes du Messerschmitt Bf-109, ont la maîtrise du ciel. La plus grande partie de l'aviation soviétique est détruite au sol. Et les Russes, abasourdis, doivent défendre la mère patrie avec leurs vieux biplans I-15. Mais ceux-ci ne font plus le poids et sont balayés du ciel par les nouveaux chasseurs allemands, plus rapides et mieux armés. Les purges décidées par Staline dans les années 30 ont éliminé les meilleurs et les plus brillants officiers. Et les pilotes qui restent, paralysés par la peur, craignent plus le poteau d'exécution que les avions de la Luftwaffe. Les forces encore debout sont mal organisées et piètrement commandées. Le matériel le plus moderne, comme le chasseur monoplan I-16, ne peut rivaliser avec les Messerschmitt Bf-109F. Le massacre qui en résulte est une amère leçon pour l'aviation de l'armée rouge. Dopé par sa rapide victoire, Hitler réunit ses généraux pour organiser l'attaque de Moscou. Il s'attend à une victoire éclair. De l'autre côté, Moscou se prépare au pire. Les défenses sont renforcées et on organise l'évacuation de la capitale. Dans ce chaos, le concepteur d'avions et ministre délégué à l'aviation Alexandre Yakovlev a l'idée d'un plan miracle. Toutes les usines aéronautiques soviétiques sont démontées brique par brique et déménagées à l'est de l'Oural. Plus de 1500 ateliers et usines sont chargés sur des trains et 10 millions d'ouvriers sont déplacés. Les conditions de travail sont épouvantables, mais la construction des nouvelles usines progresse rapidement. Les alliés de la Russie offrent leur aide sous forme de conseillers et de matériel fournis selon la formule du pré-bail. Staline a demandé des North American P-51 Mustang dernier cri, mais n'obtient finalement que des Bell P-39 Era Cobra. Ce n'est pas l'avion que voulaient les pilotes russes, mais ils finiront par apprécier sa robustesse et sa capacité à opérer à partir de pistes de rondins, courantes en Union soviétique. Le curieux avion américain à moteur central va servir aussi bien comme chasseur que comme avion d'attaque au sol. L'as de l'armée de l'air Pokrouchkin utilisera au mieux le canon de 20 mm du P-39 et abattra ainsi 59 avions allemands. Tragique ironie de l'histoire, les purges staliniennes ont eu pour conséquence l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs d'avions. Parmi ces hommes de talent figurent notamment Alexandre Yakovlev, Pavel Sukhoi et Mikhail Gourevitch, qui construira certains des chasseurs soviétiques les plus célèbres avec Artyom Mikoyan. Semyon Lavochkin développe de remarquables avions à moteur en étoile. Pendant la période de déménagement des industries au-delà de l'Oural, la production d'avions a chuté de 30%. Mais 3 mois plus tard, les avions sortent des chaînes de montage à un rythme plus élevé que précédemment. Et ces nouvelles usines sont hors de portée des bombardiers de la Luftwaffe. Fin 1941, le premier d'une nouvelle génération de chasseurs voit le jour. Ce sont maintenant des monoplaces modernes à aile basse, avec des cockpits protégés par une verrière et des trains d'atterrissage rentrants. C'est un progrès, mais ces appareils laissent encore beaucoup à désirer. Ils ne peuvent toujours pas égaler les performances des appareils allemands qui leur font face. Mais au fil des combats acharnés, les forces soviétiques capturent de plus en plus de matériel allemand. Et lorsque des exemplaires du chasseur à haute performance Focke-Wulf FW-190 tombent aux mains des Russes, les ingénieurs l'étudient de près, sous la direction de Semyon Lavochkin. Il en sortira le Lavochkin LA-5,
qui deviendra l'un des meilleurs chasseurs soviétiques de la guerre. Non seulement l'armée rouge dispose de nouveaux avions, mais l'aviation a été entièrement réorganisée. Les chasseurs, bombardiers et avions d'attaque au sol sont constitués en armée aérienne mobile, opérant de concert avec les forces terrestres. Le plan soviétique a été adopté juste à temps. Le groupe d'armée B de Hitler met tout son poids dans une offensive sur une ville industrielle des bords de la Volga, Stalingrad. Retranché dans la ville, le général Novikov lance ses avions et force les Allemands à mobiliser tout leur potentiel aérien. Ces tactiques d'attaque surprise et d'embuscade font merveille. Paradoxalement, les attaques menées par la Luftwaffe servent de mission d'entraînement pour les pilotes soviétiques. De plus en plus d'avions arrivent sur le front, et les pilotes soviétiques, de plus en plus aguerris, savent maintenant contrer les tactiques allemandes. La stratégie de Novikov commence à porter ses fruits. Les forces nazies ont besoin de plus en plus d'avions de transport pour approvisionner les troupes encerclées dans Stalingrad. Et à mesure que l'étau soviétique se resserre, les Ju-52 de transport sont forcés de s'exposer. Dès le départ, les Russes ont prévu que les Allemands auraient besoin d'un ravitaillement aérien. L'armée de l'air soviétique a donc mis en place des cercles de défense concentriques tout autour d'eux. Ces zones constituent un véritable blocus de chasseurs, doublé par des rideaux de batterie anti-aériennes. Si la Luftwaffe avait pu disposer d'assez d'avions de transport, elle aurait peut-être pu approvisionner la 6e armée assiégée dans les ruines de la ville. Mais ce n'est pas le cas. Les Allemands ne disposent que d'une flotte d'avions hétéroclites qui doivent opérer dans des conditions météo de plus en plus terribles. Et ce, face à une aviation soviétique de plus en plus agressive, qui harcèle les longues formations d'avions cargo malgré leurs escortes. Et les chasseurs soviétiques attaquent les bases aériennes ennemies, qui sont bientôt jonchées de carcasses d'avions détruits. Une des plus belles victoires est remportée par le sergent Shumbarev. À lui seul, et grâce à une tactique toute personnelle, il a abattu un bombardier Junkers Ju-88. Mais il n'y a pas que des héros masculins dans le ciel de Stalingrad. Tous les pilotes du célèbre 586e régiment de chasse sont des femmes. Elles se distingueront elles aussi brillamment. L'Allemagne subit une humiliante défaite. La 6e armée doit capituler. Furieux, Hitler ordonne à son armée une dernière offensive. L'objectif est Koursk, où les forces soviétiques ont réussi une percée dans les lignes allemandes à 500 km au sud de Moscou. L'offensive est retardée à cause de la météo, et surtout parce que Hitler veut attendre la livraison des nouveaux chars Panther. Mais entre-temps, un espion informe les Russes, et ceux-ci peuvent ainsi préparer une défense en profondeur. L'aviation soviétique aligne plus de 2900 avions, plus d'1 millier de chasseurs et 940 tueurs de chars Ilyushin-Sturmovik. Les Allemands ont massé plus de 2000 avions pour l'attaque. Mais comme les combats font rage sur les autres théâtres d'opération, ils n'ont pu mobiliser que 600 chasseurs. Au début, les pilotes de la Luftwaffe ont l'avantage, mais bientôt, la pénurie de chasseurs se fait sentir. Les avions allemands ne peuvent pas percer le barrage des Yak-9 et des LA-5 qui escortent les Sturmovik d'attaque au sol. Après des combats acharnés, Hitler met fin à son offensive. Les jours de gloire sont terminés pour l'Allemagne et commencent pour la Russie. Sur le front Est, la Luftwaffe subit d'énormes revers, mais côté occidental, elle bénéficie d'un avantage temporaire, le Messerschmitt Me-262, le plus fabuleux chasseur de la guerre. Ces moteurs à réaction préfigurent l'avenir des avions de haute performance. Au cours des derniers mois de la guerre, les troupes soviétiques s'emparent des données scientifiques et de la technologie du turboréacteur, développée à grands frais par les Allemands.
Les avions de chasse construits pendant la guerre par Artiem Mikoyan et Mikhail Gourevitch n'ont rien de particulièrement remarquable. Mais ce sont ces deux ingénieurs, au sein de leur bureau d'études MiG, qui vont faire entrer l'aéronautique russe dans l'ère des jets. Ils savent, pour en avoir fait les essais, que les voilures de type classique ne conviennent pas aux appareils à réaction. L'équipe MiG étudie donc le comportement des voilures en flèche à basse vitesse et construit un étrange avion dénommé Utka ou Canard qui doit servir pour les essais en vol. Et après quelques modifications, l'Utka s'avère un excellent outil de recherche. Malgré ses modestes débuts, MiG va devenir le plus célèbre constructeur d'avions du globe, peut-être plus encore que Boeing. En 1945, Staline demande aux constructeurs de lancer un programme d'urgence pour la construction de chasseurs équipés de réacteurs récupérés chez les Allemands, car il n'y a pas encore de moteur à réaction soviétique. Lorsque le prototype MiG I-300 décolle pour la première fois en 1946, il est propulsé par un réacteur allemand BMW. La version de production est le MiG-9. Entre 1946 et 1949, 550 exemplaires de cet appareil sont construits. Ils sont armés d'un canon de 37 mm et de deux canons de 23 mm. Le MiG-9 est le premier avion à réaction soviétique pourvu d'un siège éjectable. Le MiG-9 couronne la carrière de Artiem Mikoyan. Il reçoit le prix Staline, mais épuisé par le développement du projet, il est victime d'une crise cardiaque. L'un de ses concurrents est Yakovlev, le concepteur des célèbres chasseurs de la guerre. Celui-ci décide que son nouvel avion utilisera le plus possible les éléments de son chasseur à hélice Yak-9. Le réacteur est monté sous le fuselage et l'arrière de l'appareil est renforcé pour le protéger des gaz d'échappement brûlants. La roulette de queue est éliminée. Lorsqu'apparaît le Yak-17, il comporte un train d'atterrissage tricycle dont la roue avant est logée dans une protubérance sous l'avant du fuselage. Staline apprécie les jets produits par Yak. Alexandre Yakovlev conserve ainsi tout son prestige et reste l'un des principaux concepteurs de l'après-guerre. Avec Mikoyan et Gourevitch, il est au sommet de la hiérarchie aéronautique. Et entre ces brillants ingénieurs, la compétition est féroce. En 1946, Artiem Mikoyan profite d'une brève accalmie dans la guerre froide pour développer le plus formidable chasseur à réaction. Avec son collègue spécialiste des moteurs Vladimir Klimov, il vient visiter l'usine Rolls-Royce en Grande-Bretagne. Là, il apprend que l'Union soviétique va sans doute acquérir un petit nombre de réacteurs Néné et Derwent. Mikoyan et Klimov rentrent d'urgence au pays et modifient leur projet de nouvel avion en se basant sur les caractéristiques du réacteur Néné, qui est à l'époque ce qui se fait de mieux. Lorsque les réacteurs arrivent en Russie, ils sont immédiatement démontés, analysés et copiés. Et bientôt, des Néné 2 et des Derwent 5 sortent des chaînes de montage, rebaptisées RD45 et RD500. Mais aucune licence de fabrication n'a jamais été négociée avec Rolls-Royce, et la compagnie anglaise refuse donc d'assurer le support technique. En 1947, le bureau d'études Yakovlev monte dans l'intercepteur Yak-23 un réacteur Derwent 5. Le programme d'essai se déroule au mieux. Mais la production en série est annulée par l'arrivée du nouveau prototype MiG, le I-310, qui deviendra le légendaire MiG-15. Le nouvel appareil diffère complètement de son prédécesseur, le MiG-9. Il comporte un fuselage en forme de tube, avec le moteur monté droit à l'intérieur. La tuyère se trouve à l'arrière du tube, de sorte que les gaz chauds n'entrent pas en contact avec le fuselage. Le train d'atterrissage robuste se replie dans la voilure et le revêtement de l'appareil est en aluminium. Le 30 décembre 1948, Viktor Yuganov fait voler le premier exemplaire de série du MiG-15. Ses performances sont exceptionnelles et la production commence dans plusieurs pays satellites. Les nouveaux chasseurs sont livrés aux forces de défense aérienne soviétiques en janvier 1949. Comme pour tous les avions de combat d'origine soviétique,
La qualité première du MiG-15 est sa robustesse. Il supporte sans broncher les traitements les plus durs. Améliorations et modifications sont apportées en cours de fabrication, de sorte que la qualité et les performances varient grandement en fonction des lots. Le MiG-15 peut parcourir 290 km sans réservoir externe. Quelques rares MiG-15 sont équipés pour le ravitaillement en vol. Et ils sont alors alimentés par des avions citernes Tu-4 qui sont des copies modifiées du bombardier américain B-29. En juin 1950 commence la guerre de Corée. L'offensive éclair du Nord contraint les Sud-Coréens et les Américains venus à la rescousse à se replier au Sud. Pendant que les forces américaines sur place réussissent à tenir un périmètre autour de la ville de Pusan, le général MacArthur organise un débarquement à Incheon, en Corée du Nord. Et les troupes terrestres de l'ONU avancent vers le nord, repoussant devant elles l'armée nord-coréenne. Tout au long de cette guerre, l'aviation va jouer un rôle clé. Les bombardiers stratégiques américains B-29 pilonnent les troupes nord-coréennes, mais aussi les voies ferrées et les usines. Face à cette offensive massive, Kim Il-sung supplie Staline de l'aider. Celui-ci envoie secrètement une unité de MiG-15 commandée par l'as de la Seconde Guerre mondiale, Ivan Kozdoub. Les MiG sont expédiés en Chine, puis basés à Hantung, près de la frontière nord-coréenne. En octobre 1951, 50 MiG-15 fondent sur une formation de 8 B-29. 3 des gros bombardiers sont abattus et les autres fortement endommagés. Du coup, les opérations de jour sont supprimées et l'aviation américaine demande des renforts. Les MiG-15 sont de loin les meilleurs chasseurs dans le ciel de Corée. Mais bientôt, les F-86 Sabre à réaction arrivent des États-Unis pour leur faire face. Le nouveau chasseur américain à aile en flèche tient tête aux appareils russes. Et bientôt, le taux de victoire est de 10-1 en faveur des pilotes américains. Mais ce succès du F-86 sur le MiG-15 reste aujourd'hui encore sujet à caution, car les pilotes soviétiques remportent de nombreuses victoires dans le ciel de Corée. Nikolai Soutiagin abat ainsi 22 avions américains et devient l'as le plus brillant parmi les pilotes soviétiques. Yevgeny Pepelyayev descend 19 appareils, dont 14 F-86. Pendant ce temps, au Centre de recherche aéronautique d'Union soviétique, le Tsagi, le développement de nouveaux avions se poursuit dans l'atmosphère lourde de menaces des années 50. Les ingénieurs recherchent des moyens d'améliorer le MiG-15. Ils font des essais en soufflerie pour déterminer l'angle de flèche des voilures et l'emplacement des cloisons de décrochage pour améliorer l'écoulement de la couche limite. Le résultat est un nouvel avion qui entre en service en octobre 1952. Le MiG-17, comme le MiG-15, est décliné en de nombreuses versions. Le modèle MiG-17PF, équipé d'un radar, devient l'intercepteur standard des forces aériennes soviétiques. Et le MiG-17 PFU sera le premier avion opérationnel muni de missiles air-air à guidage radar. Le radar de visée est monté sur le dessus de l'entrée d'air frontale. La course aux vitesses supersoniques conduit les ingénieurs de chez Mikoyan à augmenter la flèche du MiG-17 à 55 degrés, ce qui donne un nouvel avion, plus puissant, le MiG-19. Celui-ci est équipé de 2 réacteurs RD-9B, fournissant une poussée de 25% supérieure à celle de son prédécesseur. Au début de 1954, un MiG-19 atteint la vitesse de Mach 1,33, battant officieusement le record du monde de vitesse.
Mais l'exploit n'est pas revendiqué au nom du secret défense. À l'époque, l'Union soviétique s'étend de l'Europe à l'océan Pacifique et il n'y a pas assez de bases aériennes pour protéger cet immense territoire. Une version du MiG-19, le SM-30, est donc dotée d'accélérateurs fusées pour faire fonction d'intercepteur à réaction rapide. L'avion peut être lancé d'un camion et récupéré n'importe où. Il est suffisamment robuste pour, une fois sa mission effectuée, revenir se poser en plein champ. Mais les avions suivants devront être à la fois plus rapides et plus puissants que le MiG-19. Au Tsagi, les ingénieurs découvrent que les voilures Delta produisent beaucoup moins de traînées que les ailes en flèche ou les ailes droites. Ils découvrent aussi que plus l'aile est mince par rapport à sa corde, moins elle génère de traînées. Et les essais en soufflerie confirment que le nouvel appareil devra être équipé d'une voilure Delta et bénéficier des dernières innovations en matière de propulsion. Les essais avec le MiG-15 et le MiG-17 ont démontré les avantages d'un réacteur monté dans le fuselage avec une entrée d'air frontale. Mais il s'agit d'appareils subsoniques. Et lorsque la vitesse atteint la zone transsonique, il devient nécessaire de réduire la vitesse de l'air qui alimente les moteurs au moyen d'un cône. Toutes ces recherches débouchent sur le MiG-21, à nouveau une réussite majeure des bureaux d'études Mikoyan. Les performances de cet appareil sont tellement fabuleuses que pour la première fois, les soviétiques décident de revendiquer officiellement le record mondial de vitesse. L'effet de propagande compte maintenant plus que le secret, et Mikoyan est à nouveau à l'honneur. Le 1er octobre 1959, le pilote d'essai de chez MiG, Georgi Mosolov, bat le record du monde officiel de vitesse sur un circuit fermé de 25 km. Il est chronométré à 2388 km/h. La guerre froide pousse l'industrie soviétique à rivaliser avec les constructeurs occidentaux. Et le développement de chasseurs supersoniques capables d'atteindre Mach 2 permet aux forces aériennes soviétiques d'augmenter leur potentiel. Face au succès de Mikoyan, son rival Alexandre Yakovlev s'efforce de ne pas rester à la traîne. Car il ne s'agit pas seulement d'être aussi bon que les Occidentaux. La compétition entre les bureaux d'études russes est féroce. Le premier intercepteur biréacteur de Yakovlev est le Yak-25, nom de code OTAN Flashlight, sélectionné par l'armée de l'air soviétique en mai 1953. Puis Yakovlev sort un autre appareil de même configuration, mais beaucoup plus puissant. Il est équipé de 2 réacteurs Tumansky R-11 développés pour le MiG-21. Le train d'atterrissage bicycle, similaire à celui du Vautour français, laisse une large place aux armements sous les ailes et le fuselage. La production en série de ce nouvel intercepteur, le Yak-28, commence au début des années 60. Ses performances sont supérieures à celles de nombreux avions de l'époque, tant en vitesse qu'en altitude et en rayon d'action. L'amélioration continue du Yak-28 en fait un appareil polyvalent, capable de s'adapter aux nombreuses missions que suscite la guerre froide. En 1964, les Américains s'impliquent de plus en plus en Asie du Sud-Est et la confrontation avec les forces du Nord-Vietnam devient inévitable. Et lorsqu'une vedette lance-torpille nord-vietnamienne attaque un destroyer de l'US Navy croisant dans le golfe du Tonkin, la réplique est immédiate. Le port de Haiphong est bombardé et une gigantesque offensive aérienne est lancée, l'opération Rolling Thunder. Au sol, les contrôleurs aériens nord-vietnamiens détectent les avions américains et dirigent les chasseurs MiG-17 pour les intercepter. Une tactique soviétique classique baptisée l'interception contrôlée du sol.
Ces attaques menées au-dessus du Nord-Vietnam contre des avions américains comme le F-105 Thunder Chief s'avèrent meurtrières. Les MiG-17 sont beaucoup plus agiles que le F-105. Les Nord-Vietnamiens tentent des embuscades dans le ciel pour engager par surprise les pilotes américains à courte distance avec leurs canons de 37 mm. Le Thunder Chief est un avion très apprécié, mais le MiG-17 est un vrai chasseur de combat rapproché, surtout aux mains de pilotes bien entraînés. Les nouvelles tactiques utilisées par les Nord-Vietnamiens et leurs attaques massives coûtent cher aux Américains. Même si les chasseurs d'escorte, équipés de missiles Sidewinder, réussissent à abattre plus de 120 MiG. La tâche de l'aviation américaine devient encore plus difficile quand en 1966, l'URSS et la Chine décident d'aider le développement de la jeune force aérienne nord-vietnamienne. Celle-ci reçoit alors des intercepteurs MiG-21, plus rapides et encore plus efficaces. Ce renversement du rapport de force rend les Américains furieux, lesquels décident de mener un raid de grande envergure sur la base aérienne de Phu Quien, près de Hanoï. Ce qui n'empêche nullement les MiG de continuer à harceler les pilotes de l'US Air Force et de la Navy. Les Américains décident alors de tendre à leur tour des embuscades aériennes. Baptisé Opération Bolo, le plan consiste à envoyer des F-4 Phantom pour ce qui semble être de banales missions de bombardement, alors qu'ils sont en fait équipés de missiles air-air. Mordant à l'appât, les MiG tombent dans le piège. Et les pilotes nord-vietnamiens se rendent alors compte que leurs homologues sont aussi d'excellents combattants du ciel. Il n'empêche que l'aviation nord-vietnamienne continue d'attaquer les équipages américains. Les pilotes de MiG abattent 80 avions et résistent vaillamment au cours de combats aériens acharnés. Ceux qui survivent perfectionnent leur technique et apprennent à compter sur leur expérience plus que sur les contrôleurs aériens au sol. Pendant ce temps, au plus fort du conflit vietnamien, les Soviétiques célèbrent le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre et en profitent pour afficher leur avance technologique lors d'une fête aérienne spéciale à Domodedovo. C'est Léonid Brejnev en personne qui accueille les grands patrons de l'industrie aéronautique soviétique. À la fin des démonstrations, un nouvel appareil que personne n'avait jamais vu auparavant survole à grande vitesse la piste. Les observateurs occidentaux sont impressionnés en voyant disparaître les 3 avions à l'horizon. Et le commentateur annonce qu'il s'agit d'un nouvel intercepteur capable de voler à Mach 3. Le projet date de 1958, lorsque les services de renseignement soviétiques ont découvert que les Américains mettaient au point des avions capables de voler à grande vitesse et à haute altitude, notamment le gigantesque bombardier XB-70 Valkyrie. En guise de riposte, les ingénieurs de chez Mikoyan développent le prototype YE-155, qui est en fait l'ancêtre de la série des MiG dénommée Foxbat par l'OTAN. L'avion est volumineux et puissant. Mais il tient ses promesses, il peut effectivement voler à plus de Mach 3. Dénommé le MiG-25, l'appareil de série s'avère redoutable comme intercepteur rapide à haute altitude. Il est équipé d'un nouveau radar très puissant, baptisé Smerch, tourbillon, capable de résister à tous les brouillages dans un rayon de 80 km. Le Foxbat emporte aussi un nouveau type de missile air-air particulièrement efficace. La deuxième vocation du MiG-25 est la reconnaissance photographique, pour laquelle une série de variantes sont spécialement construites. Les caméras des MiG-25R peuvent prendre des photos détaillées de tout le territoire du Royaume-Uni au cours d'un seul passage.
En 1973, lors de la guerre du Kippour, un MiG-25R est chronométré au-dessus d'Israël à Mach 3,2. Les performances de ce nouvel appareil inquiètent les militaires occidentaux. Pour lui faire face, le gouvernement débloque des fonds pour le développement de nouveaux avions, tels le puissant biréacteur McDonnell Douglas F-15. Il est spécialement conçu pour contrer le MiG-25, et pourtant c'est le General Dynamics F-111 qui va impressionner les soviétiques. Au Tsagi, les ingénieurs étudient attentivement des maquettes du F-111 et mettent à leur tour au point des systèmes de voilure à géométrie variable. Le premier chasseur russe muni d'une voilure à flèche variable est le Sukhoi Su-22I. Mais celui qui va devenir opérationnel est conçu une fois de plus par le bureau MiG de Artyom Mikoyan, 2 fois héros de l'URSS et doyen de l'établissement. Plus les avions de combat volent vite, plus grandissent les difficultés de pilotage à basse vitesse. Mikoyan adopte donc lui aussi la flèche variable, et le nouveau prototype devient le MiG-23, nom de code OTAN Flogger, sur lequel les pilotes ajustent la flèche de la voilure pour optimiser le comportement aérodynamique en fonction des opérations. Les pilotes soviétiques sont habitués aux vitesses élevées de décollage et d'atterrissage du MiG-21. Or, le nouveau système à flèche variable du MiG-23 offre un bien meilleur comportement en vol à basse vitesse. Il est équipé d'un puissant moteur Lyulka et d'électronique ultramoderne. Il doit répondre aux exigences des forces aériennes soviétiques qui nécessitent des capacités de tir au-delà de l'horizon. La paire de missiles RR Apex est guidée par un système radar Saphir qui offre une capacité tout temps limitée. Alors que les techniciens occidentaux emploient massivement le radar pour guider les missiles, les soviétiques pensent qu'il faut compléter les systèmes radars par le guidage infrarouge. Pour eux, l'infrarouge offre de meilleures chances en combat aérien, dans un milieu saturé de contre-mesures électroniques de plus en plus sophistiquées. Le MiG-23 peut aussi emporter de 2 à 4 missiles RR à courte portée pour les combats aériens. Au début, ce sont des copies des Sidewinder américains, mais ils sont ensuite remplacés par des systèmes de conception entièrement soviétiques plus efficaces. Et un canon bitube de 23 mm vient compléter les missiles pour la défense, une combinaison qui s'avère redoutable en duel aérien. En attendant, le MiG-25 reste l'avion de combat le plus avancé et le plus secret. Il est déjà en service depuis près de 4 ans, et pourtant ses capacités sont toujours un mystère pour les services de renseignements occidentaux. Le 6 septembre 1976, un MiG-25 décolle d'une base aérienne à Vladivostok et se pose par surprise sur un aéroport du Japon. Le pilote, Viktor Belenko, vient de passer à l'ouest. Les experts occidentaux examinent l'appareil en détail et les mystères du Foxbat sont enfin dévoilés. L'appareil est beaucoup plus simple et plus lourd qu'on ne l'imaginait. Ces énormes réacteurs Tumansky consomment énormément, ce qui limite sévèrement son rayon d'action. En fait, c'est plus une fusée qu'un avion, peu apte au combat aérien. C'est certes une machine extraordinaire, mais pas la menace que les experts voyaient en lui. En Union soviétique, le Foxbat continue de battre des records. Le chef pilote d'essai de chez Mikoyan, Alexandre Fedotov, exploite l'exceptionnel rapport poids-puissance du MiG-25 pour grimper presque verticalement et pulvérise ainsi de nombreux records mondiaux, dont celui d'altitude absolue à 37 650 mètres, qui tient toujours. L'avion est aussi très rapide en palier.
Svetlana Savitskaya bat plusieurs records en circuit fermé avant de devenir la seconde femme cosmonaute soviétique. Et l'équipe d'ingénieurs qui a conçu le MiG-25 reçoit le prix Lénine pour l'excellence de sa création, la plus haute distinction du RSS. Le directeur du bureau d'études MiG, Rostislav Belyakov, est décoré, ainsi que l'ingénieur en chef Nikolai Matiouk. 4 autres membres de l'équipe sont aussi récompensés pour le moteur, le radar et les systèmes de contrôle de vol. Le MiG-25 est une telle réussite technique qu'il constitue la base d'un autre appareil conçu par le bureau Mikoyan, le MiG-31. Vu de l'extérieur, le nouvel avion ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais les apparences sont parfois trompeuses. Lors de son interrogatoire après être passé à l'ouest, le pilote Viktor Belenko affirme qu'une nouvelle version du MiG-25, beaucoup plus sophistiquée et largement améliorée, est en cours de développement. Les experts occidentaux apprennent que le projet a été lancé pour répondre aux demandes de l'armée de l'air soviétique, qui souhaite un avion de combat capable de voler à vitesse supersonique au ras du sol. L'appareil est propulsé par d'énormes réacteurs encore plus puissants que ceux du MiG-25. Lorsque la phase de développement du MiG-31 de série s'achève, l'appareil a été entièrement transformé. Aussi bien sa structure que ses moteurs et son armement n'ont plus rien à voir avec ceux du MiG-25. Et sa mission aussi a changé. Elle est pratiquement à l'opposé de celle du MiG-25. Le nouvel avion de combat, nom de code OTAN Foxhound, comporte un radar puissant à balayage électronique, le premier fabriqué en URSS. Au lieu de balayer les cibles avec sa coupole, il peut les localiser depuis le ciel à l'aide de lentilles électroniques. Il peut ainsi repérer les objets en mouvement, d'où le concept Look Down, Shoot Down, détection et tir vers le bas. Contrairement à tous ses prédécesseurs, le MiG-31 dispose de systèmes électroniques permettant de partager les informations avec les autres avions de la formation. L'appareil peut donc agir de façon autonome. C'est une transformation majeure de la stratégie soviétique. Celui-ci laisse une grande latitude au pilote qui peut devenir un chasseur libre, à l'opposé de la doctrine rigide de l'interception contrôlée du sol. Le Foxhound peut faire feu au-dessus de son adversaire tout en se déplaçant à vitesse plus élevée. Les missiles RR-AA-9 Amos sont montés dans des emplacements semi-encastrés sous le fuselage. Leur portée avoisine les 130 km. Durant les années 70 et 80, la tension s'accroît entre l'Est et l'Ouest, et les forces armées américaines et russes ne cessent de se renforcer. L'amiral Sergueï Gorchkov fait pression pour obtenir une véritable marine de haute mer. Et c'est ainsi qu'est construit le Kiev, le premier porte-avions soviétique. Il n'est pas aussi imposant que les bâtiments de l'US Navy, mais représente néanmoins une menace aux yeux des Américains. Mais pour les observateurs, la plus grande surprise est l'apparition d'un nouvel avion à décollage et atterrissage vertical, dénommé par l'OTAN Forger A, construit par le bureau d'études Yakovlev et baptisé Yak-38. Les flottilles de Forger ont pour mission d'intercepter les patrouilles ennemies d'avions de reconnaissance et de lutte anti-sous-marine qui viennent rôder autour du Kiev, mais reste hors de portée de ces missiles défensifs. Le Yak-38 est impressionnant. C'est le second avion de combat de type VTOL au monde, mais comparé au Harrier britannique, il est peu agile et ses capacités stratégiques sont insuffisantes. Il est à peine supersonique et nécessite 3 réacteurs, chacun ayant une fonction différente. Et les pilotes n'apprécient guère son siège éjectable automatique.
Pendant ce temps, et parallèlement au Yak-38, le bureau d'études Mikoyan propose d'adapter son nouveau MiG-29 pour les opérations embarquées. Ainsi apparaît le MiG-29K, version navalisée du biréacteur de combat. Il comporte un train d'atterrissage renforcé, des ailes repliables et un crochet d'appontage. L'arrivée du MiG-29 surprend les spécialistes occidentaux lors du salon aéronautique de Farnborough de 1988. C'est le premier avion de combat russe de haute performance exposé à cette manifestation. Durant tout le salon, le MiG-29 effectue des démonstrations quotidiennes. Le pilote de chez MiG, Anatoly Gvotchour, effectue une série de figures qui démontrent les formidables qualités de sa machine lorsqu'elle évolue à forte incidence. Le nouvel intercepteur, dénommé par l'OTAN Fulcrum, est compact et se montre vif et agile à toutes les vitesses. L'un des points forts de la démonstration est l'étonnante facilité de l'appareil à exécuter des dérapages à basse altitude. Il présente un excellent comportement en vol pour le combat aérien, un très bon argument de vente qui explique son succès à l'exportation. On le retrouve ainsi notamment en Inde et dans d'autres forces aériennes du monde. Pendant toutes ces années, le bureau d'études Sukhoi n'avait guère fait parler de lui dans le domaine des chasseurs. Il revient maintenant sur le devant de la scène avec un nouvel avion de supériorité aérienne, le Su-27. La réussite des Grumman F-14 Tomcat et des McDonnell Douglas F-15 ont conduit les soviétiques à penser qu'il leur fallait un nouveau chasseur spécialisé dans une seule mission. Sukhoi a donc proposé une solution originale basée sur des théories aérodynamiques et des techniques inédites. Le projet était très risqué, mais le résultat est positif. Le prototype du Su-27 dépasse en tout point les conceptions de Mikoyan. Les principes aérodynamiques qui ont fait du Sukhoi 27 un des meilleurs avions de combat au monde ont été repris dans une nouvelle génération d'avions. Le nouveau Sukhoi Su-37 comporte des tuyères orientables et des surfaces canards. Rien d'étonnant donc à ce que les Russes soient les plus avancés dans la technologie du flux orientable. L'agilité encore améliorée du Su-37, ainsi que son radar Faestron encore plus puissant et son armement plus efficace, font de cet appareil l'un des meilleurs avions de supériorité aérienne au monde. Le dernier chasseur du bureau d'études Sukhoi est fidèle à la tradition aéronautique militaire russe. Les Russes sont en effet arrivés à des conclusions différentes de celles des Américains, qui font une large part à la furtivité. Les pilotes comme Yevgeny Frolov savent que l'extrême agilité et l'expérience seront toujours un atout en combat aérien. Les Américains affirment que leur nouvel avion de supériorité aérienne, le Lockheed F-22, peut détruire les avions ennemis au-delà de l'horizon. Alors pourquoi dispose-t-il de tuyères orientables, de la capacité de croisière supersonique et d'un canon automatique? Les pilotes de chasse russes connaissent bien le vieux dicton « Il y a de vieux pilotes de chasse, il y a des pilotes intrépides, mais il n'y a pas de pilotes de chasse vieux et intrépides ».